Bon, deuxième vidéo de ce premier chapitre dans laquelle on va parler de spectroscopie UV visible. C'est normalement des rappels de première avec quelques petits compléments au niveau terminal, mais normalement il n'y a pas de grande nouveauté. Alors, on va d'abord parler d'analyse spectrale, puisque cette spectroscopie UV visible permet de faire deux choses: reconnaître des molécules, les identifier, mais également déterminer leur concentration ou indirectement leur quantité de matière. L'analyse spectrale, il se trouve que certaines espèces chimiques sont capables d'interagir avec des rayonnements de type visible ou proche visible, c'est-à-dire de type UV. Donc en absorbant certains de ces rayonnements, elles se dévoilent parce qu'en fait, le type de rayonnement, donc notamment à travers la longueur d'onde que ces molécules vont être capables d'absorber, leur est propre. Donc ça permet, en regardant la quantité de lumière qui est absorbée, d'identifier la molécule. Tout ça se passe donc dans un domaine soit UV, soit visible. Un exemple pour illustrer tout ça, ici un spectre d'absorption de deux molécules, l'espèce M et l'espèce P. On remarque que ces deux molécules sont différentes simplement parce qu'elles n'absorbent pas la lumière de manière identique. L'espèce M a l'air de davantage absorber la lumière qui a une courte longueur d'onde, donc autour de 440-450 nanomètres, alors que l'espèce P, elle, absorbe davantage de lumière pour des plus grandes longueurs d'onde, autour de 650 nanomètres. Donc, en comparaison, imaginons que l'espèce P soit une espèce déjà bien connue et identifiée par les chimistes, et bien ça veut dire qu'on a un spectre d'absorption de référence pour cette espèce P, et en faisant son spectre d'absorption, on pourra comparer au spectre connu et vérifier si c'est cette molécule ou une autre, à travers le profil général, donc la forme de la courbe, mais également à travers ce qu'on appelle le lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde qui est principalement absorbée par cette molécule. En plus de la reconnaître, ça permet d'avoir une indication sur sa couleur. L'espèce P est une espèce chimique donc, qui absorbe les grandes longueurs d'onde, on va dire dans le rouge ou l'orange. À 630 nanomètres, on est déjà dans le rouge. Ça veut dire qu'elle laisse passer, qu'elle absorbe peu ou pas, le bleu, les très courtes longueurs d'onde, ou le vert, les moyennes longueurs d'onde. Et une espèce chimique qui laisse passer le bleu et le vert est une espèce chimique qui prend la couleur du mélange de ce bleu et de ce vert, c'est-à-dire le cyan. Pour l'espèce M, donc en plus de pouvoir l'identifier grâce également à la forme de la courbe et puis à travers le lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde principalement absorbée, qui ici vaut autour de 430 nanomètres, 440, qui est donc du bleu. Cette espèce chimique qui absorbe le bleu laisse passer, donc n'absorbe pas le rouge, grande longueur d'onde, et le vert, moyenne longueur d'onde, et elle apparaîtra donc sous la forme d'un mélange de vert et de rouge, c'est-à-dire c'est une molécule qui est jaune. Donc en plus de pouvoir les identifier, on peut avoir une indication sur leur couleur. Là j'ai pas d'exemple, mais pour celles qui absorbent dans la partie UV, c'est-à-dire en dessous de 400 nanomètres, c'est la même chose en termes de reconnaissance, il suffit de reconnaître la forme de la courbe et le lambda max, donc il se trouvera en dessous de 400 nanomètres. En revanche, comme ces molécules absorbent dans un domaine qui n'est pas visible, eh bien elles ne seront pas visibles, c'est-à-dire elles seront soit incolores quand elles sont en solution, soit elles apparaîtront blanches sous forme de poudre. Donc en plus de la reconnaissance des molécules, il y a une loi chimique qui s'appelle la loi de Berlambert qui permet de quantifier la quantité d'espèces chimiques dans une solution, c'est-à-dire déterminer sa concentration ou sa quantité de matière. C'est une formule qui paraît compliquée quand on la voit, mais qui exprime des choses assez simples. L'absorbance d'une solution dépend de plusieurs paramètres. D'abord, la largeur de la cuve. Plus la lumière va devoir traverser une quantité importante de solution, plus elle va se faire absorber. Donc l'absorbance est proportionnelle à la largeur de la cuve. Généralement, les appareils qu'on utilise ont une largeur qui est standardisée et qui vaut 1 cm. Ce qui en plus facilite le calcul puisque du coup la valeur L prend la valeur 1.
Deuxième paramètre qui influence l'absorbance de la solution, c'est le coefficient d'extinction de l'espèce chimique considérée, qui va dépendre de la longueur d'onde. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple de l'espèce P de tout à l'heure, donc qui absorbait dans les grandes longueurs d'onde, si je choisis une longueur d'onde élevée, donc justement par exemple le 630 nanomètres, qui était son lambda max, et bien j'aurai un coefficient fort. Si je prends un lambda qui correspond à un lambda qui n'est pas absorbé par cette molécule, j'aurai un epsilon faible. Donc ça va dépendre du choix de la longueur d'onde qu'on va effectuer pour faire l'analyse, de la molécule, et puis de sa concentration, c'est-à-dire la lumière qui doit traverser cette solution, plus elle a de chances de rencontrer des molécules qui vont l'absorber, plus elle sera absorbée. C'est-à-dire la concentration, la densité d'espèces chimiques dans la solution, c'est-à-dire ce qui correspond à la concentration, est le troisième paramètre. Et donc l'absorbance, c'est simplement la multiplication de ces trois paramètres, le coefficient d'extinction, la largeur de la cuve, et multiplié par la concentration. On oublie un petit peu le coefficient, la largeur, parce que ça, pour une expérience donnée, ce sont des constantes. La largeur de la cuve ne pourra pas varier, puis une fois qu'on aura fait le choix de la longueur d'onde d'étude, le epsilon lambda sera une constante. Donc cette formule en fait exprime simplement que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Et donc grâce à une mesure d'absorbance, on pourra déterminer la concentration. Alors comment ça se fait en pratique? En pratique on utilise un spectrophotomètre, donc capable de mesurer justement des absorbances. Donc à l'intérieur de cet appareil, il y a exactement ce qui se passe sur le schéma que j'ai montré juste avant, c'est-à-dire de la lumière qui arrive, qui doit traverser cette petite cuve qui contient une espèce chimique colorée, et derrière il y a un système d'analyse qui permet de regarder quelle quantité de lumière a effectivement traversé ou pas. On obtient une courbe d'absorbance, on relève le lambda max puisque ça va être le lambda le plus favorable pour l'étude qu'on va devoir faire par la suite, et la suite de l'étude consiste à avoir une relation entre l'absorbance et la concentration, c'est-à-dire des cuves, comme montré sur la photo précédemment, on ne va pas en mettre une dans l'appareil, successivement on va en mettre plusieurs de concentration progressive, donc on va tester plusieurs solutions identiques mais avec des concentrations de plus en plus grandes, et on va obtenir évidemment des absorbances de plus en plus grandes. Et comme la formule de Berlambert dit que ces deux grandeurs sont proportionnelles, eh bien le résultat des points qu'on va obtenir forme une droite, qui marque une droite qui passe par l'origine, qui marque la proportionnalité entre l'absorbance, ici portée en ordonnée, et la concentration molaire portée en abscisse. Et une fois qu'on a obtenu cette courbe qui s'appelle une courbe d'étalonnage, c'est-à-dire qui nous donne une relation graphique entre absorbance et concentration, qui pourrait être d'ailleurs transformée en formule mathématique, puisqu'on pourrait déterminer l'équation de la droite, nous permet ensuite, par simple lecture, à partir d'une mesure d'absorbance, de donner la concentration éventuellement inconnue d'une solution. Et donc de faire une analyse quantitative de la solution. Donc voilà à quoi peut servir la spectroscopie UV visible, et on verra ça à travers des exercices.